de l'enregistrement qui est lancé ou pas? Parce que je ne le vois pas Oui. s'afficher. Oui, oui, oui. Ok. D'accord, très bien, merci. Ça marche. On a passé le petit tour d'écran. C'est pas grave. On peut faire le petit tour d'écran. De présentation. C'est Florence aux manettes. Florence. Oui, oui, c'est prévu. Alors, je vais peut-être pas lancer. Je vais peut-être pas lancer tout de suite, Florence, si tu veux. Oui, d'accord. Comme ça, vous pourrez, sur la possibilité d'ouvrir vos caméras quand je présente. On va faire comme ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons être plusieurs aujourd'hui à co-animer ce temps d'échange autour de la charte départementale et du guide méthodologique. Donc, je suis donc Florence Legris, donc ex-conseillère thématique parentalité à la CAF du Pas-de-Calais. Je reprends un peu mes missions. Je reviens aujourd'hui prendre mes missions de conseiller thématique parentalité. Donc, je suis remplacée donc, par Samena Leroy depuis le 1er avril 2021. Donc, Samena est connectée aussi avec nous. Elle a ouvert sa caméra. Si Samena, tu veux te présenter. Oui, bonjour. Donc, Samena Leroy, je remplace Florence Legris donc, depuis le 1er avril en tant que conseillère thématique parentalité à la CAF du Pas-de-Calais. Voilà, bienvenue à tous. Donc, nous allons être plusieurs aujourd'hui à co-animer et à animer. Donc, on va vous présenter donc à la fois le guide méthodologique et la charte départementale des lieux d'accueil enfants-parents qui a fait l'objet d'un travail collaboratif avec l'ensemble des accueillants des lieux d'accueil enfants-parents. Donc, je vais vous présenter tour à tour soit ceux qui ont participé aux travaux ou ceux aussi, celles aussi, parce qu'il n'y a que des femmes qui vont aussi co-animer aussi le webinaire. Donc, au niveau du réseau parentalité 62, donc Laurence Méraud était présente en début de réunion. Donc, qui était donc Laurence, si tu veux. Voilà, je vais juste donner les prénoms et vous présenterez. Oui, donc Laurence Méraud, donc effectivement, j'ai quitté le poste d'animation départementale fin mars là, et donc je dirais que c'est ma dernière apparition en public, voilà, parce que effectivement j'ai fait partie de tout ce travail depuis déjà quelques années, et donc du coup, voilà, on avait prévu de faire ce webinaire et de le co-animer, donc je suis présente aujourd'hui, et donc Anne me remplace et elle s'est présentée. Donc voilà, elle l'assurera dorénavant. Enfin, elle l'assure déjà depuis début mars. Voilà. Et je suis donc maintenant sur une autre mission pour Colline Acep autour du plan pauvreté. Donc je sais que j'en recroiserai certains puisqu'il y a deux sites sur Lens et sur Calais. Voilà, donc peut-être à bientôt et en tout cas déjà bon après-midi avec vous. Je vais maintenant passer la parole à Floriane Zoarec, avec qui nous avons préparé, nous allons co-animer aussi ce webinaire et qui interviendra aussi au mois de mai. On vous en dira plus en fin de webinaire. Donc, Floriane. Bonjour à tous. Oui, Floriane Zoareg. Alors oui, je suis à Colline Acep, je suis psychologue et j'interviens principalement autour des lieux d'accueil enfants-parents, que ce soit en formation ou pour des actions diverses. Voilà. Pour le réseau parentalité 62, nous avons Laetitia Dumoulin sur le... Bonjour à tous, donc moi je suis Laetitia Dumoulin, coordonnatrice du réseau parentalité sur le territoire du Calaisis. Ensuite, nous avons Céline Hernandez. Bonjour, moi je suis Céline Hernandez, je suis coordonnatrice parentalité pour le territoire de la Rajoie. Adeline. Bonjour à tous, donc Adeline Denec, coordo parentalité sur l'arrondissement de Montreuil. Je voudrais faire un petit coucou aussi à Mélanie Miceli. Je sais qu'elle est parmi nous, parce qu'elle a participé aussi aux travaux du guide méthodologique. Bonjour Mélanie, voilà. Je fais un petit coucou. Bonjour et merci.
Kevin Ansel n'est pas présent, mais voilà, il a fait partie aussi des coordonnateurs parentalité qui ont participé aussi aux travaux, à l'animation des groupes de travail. Donc voilà, je tenais à le saluer. Anne Charpentier, donc Anne, je ne te représente pas, tu t'es présentée en début de séance. Hein, donc voilà, Anne Charpentier. Donc, Voilà, effectivement, nouvellement arrivée chez Colline Assep, voilà, en remplacement de Laurence Méraud. Alors, au niveau de la CAF, j'ai plusieurs collègues qui sont présents. Donc, on a donc Claudine Delbecq, hein, qui est… Oui, bonjour tout le monde. Et donc, je suis donc travailleuse sociale à l'antenne de Carvin et je suis aussi accueillante à l'île aux Petits. Ensuite, nous avons donc Muriel Delannoy. Bonjour, Muriel Delannoy, chargée d'accompagnement du territoire sur Lens-Liévin. J'étais en co-animation du groupe avec Laetitia pour Calais et Saint-Omer. Alors, je ne sais pas si ma collègue Christine Bataille est présente. Non, elle n'est pas là, Christine. Il y a Daniel. Et Daniel Désir s'est excusé. D'accord. Au cas où, je ne sais pas si Colette Bruno, qui est en retraite maintenant, mais qui est aussi accueillante au Petit Square, si elle est présente parmi nous. Je ne pense pas qu'elle soit là. Alors, Colette n'est plus accueillante au Petit Square, elle a arrêté aussi. D'accord. Et par contre, moi, Sandrine Hulot, j'y suis aujourd'hui. D'accord. On est deux avec Muriel Sauvage, qui est également AS à la CAF, mais qui est en congé, je crois, aujourd'hui, donc elle ne doit pas être présente. D'accord, très bien. On va démarrer par la présentation. Donc, on a souhaité faire une présentation à plusieurs voix. Bonjour. À plusieurs voix. Donc, je vais donc éteindre ma caméra pour laisser la bande passante. Il y a des personnes là, je me permets de te demander, parce qu'il y a quelqu'un de Dev voilà, qui me dit qu'elle n'a pas reçu de lien. Oui, moi, j'y vais. C'était en fait, le lien était dans l'invitation. Est-ce que j'ai une adresse mail à qui je peux renvoyer le lien? Alors, attends. Tac. Oui, c'est Annick Fournier de la CAF, en fait. Donc, moi, c'est bon. Hein, c'est Véronique Chivet, @cc-devresamé.fr. Véronique.chivet. Je ne sais pas si tu l'as. Oui. @cc-devresamé.fr. Ouais. Je vais renvoyer le lien. Je remercie aussi mon collègue Mansour du service informatique d'être présent et qui nous assiste sur un plan technique et son aide est très précieuse. Merci Mansour. On va vous demander d'éteindre les micros pour celles qui ne l'ont ou les personnes qui ne l'ont pas encore fait, parce que du coup, ça fait des interférences. Et pour les personnes qui ont les caméras allumées aussi, parce que du coup, ça fait ralentir un peu le débit, tout le monde n'entendra pas bien. Je vous remercie. Je lance le diaporama, c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Donc là, normalement, vous avez mon écran partagé. Est-ce que mon écran arrive bien sur votre… Oui. Oui, c'est bon. OK. Voilà, donc là, Florence, je te laisse démarrer. Merci.
Donc, bienvenue au webinaire de présentation de la charte départementale des LAP et du guide méthodologique. Donc, nous vous présentons donc aujourd'hui à plusieurs fois à la fois les principes du guide méthodologique qui est en cours de maquettage au service communication de la CAF du Pas-de-Calais et nous faisons un zoom en fait sur la charte départementale, donc en sachant que le guide méthodologique est le guide méthodologique qui était le guide méthodologique initial que nous avons retravaillé en collectif et intégré aussi dans ce document la charte départementale que je vous présenterai avec Florian Zouareg. On aura le diapo après ou? Oui, vous aurez le diaporama, oui, oui, tout à fait. Donc là, la charte départementale, donc il faut savoir que la charte départementale, elle est issue d'un travail collaboratif avec à la fois les accueillants des accueillants des LAP. Donc on avait en fait organisé 4 groupes de travail à l'échelle de 4 territoires qui étaient co-animés par un coordonnateur parentalité et un professionnel de la CAF, soit un chargé d'accompagnement des territoires ou une collègue travailleur social qui était accueillant dans un LAP, avec l'idée vraiment que vous puissiez aussi, vous, en interne, travailler et réfléchir à, voilà, sur ce qu'étaient pour vous les différentes valeurs d'un lieu d'accueil enfants-parents et quelle définition vous donniez à cette valeur au niveau de votre LAP. Ensuite, au niveau territorial, on avait demandé à ce que chaque LAP nomme 1 ou 2 référents du collectif, enfin de l'équipe des accueillants des LAP. Et après, cette définition était retravaillée à l'échelle de chaque territoire. Et ensuite, nous, au niveau départemental, on concaténé en fait l'ensemble des définitions qui avaient été proposées au niveau territorial pour tendre vers une définition départementale qu'on va vous présenter à aujourd'hui. Alors, au niveau des différents LAP qui ont participé aux travaux, nous avons eu donc sur le territoire de l'Artois et du Bruésy la Maison des Petits Lutins, Pommes de Reinette, Pommes d'Api. Sur le territoire d'Étaples-les-Boulognes, la Ronde des Petits, Mini-Cap, Maison Soleil, La Parenthèse, le Monde de Jeanne, Bateau sur l'eau, Au fil de l'eau, la Petite Bulle d'air. Sur le territoire de Calais-Saint-Omer, on a le LAP du Centre social intercommunal du Quelier, Momambule, le LAP du Pays de l'Indre, Pommes de Reinette, Pommes d'Api. Vous voyez qu'on a beaucoup de pommes au niveau des LAP, la Bulle verte, le Tourniquet, Babillage et Gazouillis. Et sur le territoire d'Arras, Carvin et Lens, le Petit Square, Calidou, l'île aux Petits, le LAP de Méricourt, les Lapinous du Marais. Voilà, on a vraiment voulu, en sachant qu'aujourd'hui, depuis le groupe de travail, il faut savoir qu'au niveau départemental et au niveau local, on a la chance d'arriver à la création de nouveaux lieux d'accueil enfants-parents sur le département du Pas-de-Calais. On en est très content parce qu'on a des nouveaux arrivants et on a encore des projets en cours. Donc, on a aussi souhaité proposer aux nouveaux arrivants et aux projets en cours une présentation du guide méthodologique et de la charte aujourd'hui. Vous avez été conviés. Alors, sur la question combien de LAP sur le territoire du Pas-de-Calais, nous avons aujourd'hui environ une trentaine de LAP sur le département du Pas-de-Calais. Alors, avant de présenter donc la charte départementale des LAP avec donc il y aura 2 temps, il y aura une présentation de la charte et puis Florian Zouareg vous présentera aussi de son côté la charte, le lien aussi notamment avec la charte d'accueil pour l'accueil du jeune enfant. Je tiens à souligner quand même la qualité de nos travaux, puisque voilà,
Une information tout à fait récente puisqu'elle date d'hier, puisque la Caisse nationale a repéré le guide méthodologique de la CAF du Pas-de-Calais et très certainement va en faire une diffusion au niveau national. Donc, on a vraiment été repéré comme étant une CAF très à l'écoute et très, très innovante en termes d'accompagnement des lieux d'accueil enfants-parents au niveau du territoire. Donc, la charte départementale est issue d'une réflexion collective engagée par la CAF, le réseau parentalité avec l'ensemble des accueillants du département. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, quand on a lancé les travaux, vous étiez à peu près une centaine d'accueillants sur le département. Maintenant, on est plutôt de l'ordre de 100. Alors, je pense que mes collègues m'ont dit que l'invitation pour le webinaire est envoyée à 230 personnes, donc potentiellement à 230 accueillants sur le département. Donc, le LAP est un lieu convivial et chaleureux. Il propose donc le plaisir d'être ensemble aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés par son parent ou un adulte référent. Donc, c'est un espace d'écoute, d'échange et de parole entre parents, enfants et un binôme d'accueillants spécialement formés. L'accès est gratuit et il est ouvert à tous. Alors, comme disait Françoise Dolto, ici c'est bête comme chou, on entre, on s'assoit, on discute. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant les 7 valeurs de la charte départementale et donc je vais la co-présenter là avec ma collègue Muriel. Neutralité. Alors, c'est accueillir dans une posture de non-jugement et d'authenticité dans la relation à l'autre. L'anonymat. C'est taire l'identité sociale et administrative. Chacun est libre de communiquer ce qu'il souhaite sur son identité. Seul le prénom, l'âge de l'enfant sont demandés. La confidentialité. Ce qui se passe dans le LAP appartient au LAP, dans la limite du devoir citoyen de protection d'une personne en danger. Le cadre sécurisant. C'est un lieu adapté à l'enfant et à son parent, aménagé pour le jeu et la convivialité. La présence de 2 accueillants et du parent contribue au cadre sécurisant. La liberté de participation. La participation est libre et volontaire. Les familles choisissent leur rythme, leur fréquence et leur durée de présence en fonction des heures d'ouverture. La parole libre. La parole et le silence sont respectés. Chacun s'exprime dans le respect de l'autre. Le vivre ensemble. Quelques règles de vie sont définies en équipe. Elles sont garantes de la sécurité psychique, physique de chacun et du bien vivre ensemble. Communiquées aux familles, elles peuvent être réinterrogées pour évoluer. Donc, je rappelle que c'est vraiment la concaténation de toutes les définitions qui ont été travaillées au niveau local. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Floriane. Oui, alors ce qui est intéressant par rapport à cette charte, on a vu les différentes valeurs réfléchies par les différents groupes, mais c'est vraiment l'idée d'un exemple d'intelligence collective. C'est vraiment toute la démarche collaborative qui a pointé ici. On sait qu'on a déjà le référentiel des CNAF 2015 des lieux d'accueil enfants-parents. Mais si on le concrétise pas en croisant les regards autour des temps de travail et de partage, finalement ce dispositif il reste figé et puis il ne peut pas continuer à évoluer et à vivre. Or, on voit que les endroits comme le département du Pas-de-Calais où les lieux d'accueil sont vivants, ça veut dire où les personnes continuent à réfléchir au sens de leur travail, au sens de ce référentiel et des fondamentaux des LAP, et ben c'est des départements où les LAP continuent à se créer, où les lieux d'accueil enfants-parents continuent à être vivants et puis à fonctionner tout simplement et accueillir enfants et parents. Donc du coup, cette démarche, elle est quand même très intéressante parce que c'est toute l'idée de pouvoir faire sens en croisant à la fois
le regard de ceux qui pratiquent l'accueil, les accueillants. Alors Yves Clos, il dit que le psychologue Yves Clos dit que c'est ceux qui pratiquent, ceux qui font, qui savent le mieux. Donc c'est pas tout à fait faux, faire des dispositifs sans croiser avec ceux qui accueillent au quotidien. Et ben quelque part c'est figer un dispositif. Or pouvoir faire cette démarche collaborative de réfléchir sur le sens des mots en croisant pratique et puis gestionnaire et toute personne qui gravite autour des labs, c'est vraiment ce qui permet de continuer à faire sens de l'accueil. Donc on parlait donc cette charte des départementale, elle fait aussi écho à quelque chose de plus large qui est national. Je voulais vous parler du cadre national pour l'accueil du jeune enfant. Les lieux d'accueil enfants-parents font partie des lieux d'accueil du jeune enfant. On entend souvent les labs comme faisant partie du soutien et de l'accompagnement de la parentalité. Mais ils accueillent avant tout le jeune enfant, il ne faut pas l'oublier. Et si on accueille les parents et on soutient la parentalité, c'est justement parce que ça fait partie des besoins du jeune enfant. Donc ce cadre national pour l'accueil des jeunes enfants, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça date d'un rapport depuis 2016. On dit le rapport Sylviane Giampino. C'est un rapport qui a été fait donc en 2016 et qui préconise un certain nombre de principes pour l'accueil du jeune enfant ici en France, un cadre national. C'est d'ailleurs à travers ce rapport qu'en 2018, on a pu avoir une charte nationale pour les lieux d'accueil du jeune enfant avec un certain nombre de principes qui font vraiment écho à ce qui est déployé dans votre charte départementale et dans le travail qui a été fait par vos équipes. Donc, pour la petite histoire, cette charte nationale est devenue cadre national pour l'accueil du jeune enfant. Cadre national pour l'accueil du jeune enfant en 2020. Ça veut dire qu'il s'applique à toute structure, à tout dispositif qui accueille des jeunes enfants. Excusez, Floriane, oui, juste Anne, on peut remettre le diaporama ou parce qu'on ne le voit plus là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, ok. En fait, quelqu'un a pris le partage, je ne sais pas qui, quelqu'un a partagé son écran. D'accord? Donc, il faudrait que cette personne arrête le partage d'écran puisqu'en fait, je suis derrière. En plus, je n'ai donc pas l'accès. J'ai demandé à reprendre le contrôle, mais a priori, je n'y arrive pas. Ah. Alors. Donc, voilà. Ou alors, j'arrête le partage, je reprends le partage peut-être, puisque là, moi, le partage était en cours et quelqu'un a donc pris le partage. Et donc, je ne sais pas, on voit l'écran de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Voilà. D'accord. Reprendre, Anne, normalement, tu peux reprendre. Si toi, tu reprends le partage, ça va venir écraser l'ancien partage. Eh bien, j'ai demandé plusieurs fois à reprendre le contrôle, mais bon. Non, mais tu sais, tu vas directement dans dans partager le contenu. Tu retournes dans partager le contenu et ça va le repartager normalement. Tu vas reprendre la main dessus automatiquement. Est-ce que là, ça va? Est-ce que là, ça va? Oui, c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, on a cette fameuse charte nationale pour l'accueil du jeune enfant dont je viens de vous parler, qui fait donc partie d'un cadre national pour l'accueil du jeune enfant. Et donc, les lieux d'accueil rentrent vraiment dans ce cadre-là, puisque nous accueillons les jeunes enfants. Certes, avec leurs parents, on n'est pas... on n'est pas une halte garderie, mais on accueille le jeune enfant avant tout, accompagné de ses parents. Et donc, on rentre tout à fait. Donc, dans cette charte, on a plusieurs principes qui donc sont applicables à tout lieu qui accueille les jeunes enfants, dont les LAP. Et il y a vraiment une résonance et un écho fort avec les principes qui ont été déployés dans la charte départementale du Pas-de-Calais. Évidemment, on parle de neutralité, anonymat, confidentialité. Je vais pas revenir sur toutes ces valeurs que nous a exposées Florence et Myriam, mais l'idée c'est que avant tout, on accueille les jeunes enfants et leurs parents. C'est recentrer aussi sur les besoins de l'enfant. Si on fait tout ça, c'est parce que pour le jeune enfant, c'est un besoin qui doit être reconnu par les adultes autour, donc la société de façon large. Je vous donne quelques exemples de cette charte et vous allez voir l'écho avec ce que nous avons dit
juste précédemment. Quand on dit dans le principe 1, pour grandir sereinement, donc on prend la parole de l'enfant, hein, pour grandir sereinement, j'ai besoin que l'on m'accueille, quelle que soit ma situation ou celle de ma famille. Et qu'en même temps, on met à côté, dans la charte départementale, la notion de neutralité. Ça veut dire d'accueillir dans une posture de non-jugement et aussi d'authenticité dans la relation à l'autre. Vous voyez que l'écho, il est quand même symboliquement extrêmement fort. Je vous prends un autre exemple, hein. Dans l'exemple du principe, alors celui qui, moi, me parle le plus, le principe 3, je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s'offre à moi. Je me sens bien accueillie quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point d'origine et mon port d'attache. Il nous est rappelé ici, hein, comme vraiment dans le dispositif des lieux d'accueil, que pour accueillir un tout petit, un très jeune enfant, ça ne peut se faire qu'en accueillant également, symboliquement ou pour de vrai, sa famille. Enfin, les lieux d'accueil font partie de ces lieux qui accueillent les jeunes enfants, en complémentarité avec d'autres lieux d'accueil, mais en ciblant bien cette spécificité et cet accueil du parent pour répondre aussi aux besoins de l'enfant. Alors, je vais pas vous refaire tous les principes de cette charte nationale, hein, mais vous voyez que l'écho et la résonance est très forte. Et d'une charte nationale ou d'un cadre national, de certains grands principes, le fait de pouvoir ensemble, professionnels de l'accueil, réfléchir à quel sens ça a pour soi, c'est vraiment ce qui permet aussi de rester dans un désir et dans une posture d'accueil. Je vais finir avec le principe 9. Pour que je sois bien traitée, il est nécessaire que les adultes qui m'entourent soient bien traités. En résonance, les adultes, c'est donc les professionnels, mais aussi les parents. Et prendre soin des professionnels, c'est aussi permettre, comme ça a été fait aux accueillants des lieux d'accueil, aux accueillants LAP, de pouvoir réfléchir avec d'autres, de pouvoir, en dehors des accueils, prendre le temps d'élaborer aussi leurs pratiques d'accueil. Parce qu'effectivement, comme le précise le principe 9, travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, pour se documenter, pour échanger entre collègues, comme avec d'autres intervenants. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil qui fait résonance pour montrer que tout ce qui peut se décliner comme cet exemple de la charte départementale des LAP du Pas-de-Calais, surtout dans la démarche qu'elle entraîne, elle a des résonances aussi bien au niveau collectif, au niveau de chaque accueil, et puis ça a vraiment une résonance sur une volonté de reconsidérer l'enfant dans la société, la place de l'enfant dans la société, de repartir des besoins des jeunes enfants et de voir qu'accueillir et soutenir la parentalité, ça rentre dans répondre aux besoins des tout-petits. Je voulais juste finir sur cette notion de lieu qui est quand même rappelée aussi au niveau de la charte. C'est que le monde de l'enfant n'est pas celui des adultes. Hein. Ça, voilà. Et pourtant, on habite sur la même planète. La notion de lieu, c'est aussi lui donner une place dans notre société. Donc, mettre en valeur un dispositif comme les lieux d'accueil enfants-parents, c'est aussi se rendre compte qu'ils sont en complémentarité avec plein d'autres actions. On a plein d'autres actions au niveau des RAP aussi de soutien et d'accompagnement de la parentalité. Ces lieux d'accueil sont un dispositif singulier et pourtant, en complémentarité, il permet aussi, ils œuvrent, c'est un peu pompeux de dire ça, mais ils œuvrent quand même aussi, comme toutes ces autres actions, au niveau de la société, pour que cette société s'élève alors à hauteur d'enfant. C'est un peu ce que j'ai commencé avec Sylviane Jampino, je vais finir avec elle. Hein. C'est ça, il faut être capable de s'élever à hauteur d'enfant et donc prendre en considération ses besoins, donner le temps aux accueillants et à des temps de collaboratifs où l'intelligence collective peut se mettre en exergue, pouvoir travailler sur des principes, mais aussi des actions concrètes et des pistes, des outils, comme on va le voir après avec le guide qui suit la suite de l'intervention. Eh ben, c'est effectivement faire œuvrer pour que tout le monde s'élève à hauteur d'enfant et faire une société qui prenne en compte les tout-petits, là où eux n'ont pas encore la parole pour s'exprimer. Voilà, pour le cadre national du jeune enfant, vous l'avez mis là, vous l'avez sur bien sûr, si vous allez sur le site du gouvernement, hein, si vous ne connaissez pas encore ce cadre national, il sera pas dans le guide qui vous sera communiqué, mais vous l'avez sur le site du gouvernement. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est Anne qui reprend. Hop. Donc là, un petit break peut-être, si vous avez des questions par rapport à la charte, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat. On peut vous laisser quelques minutes si vous souhaitez avant de poursuivre avec la présentation du guide méthodologique.
Peut-être, Anne, ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir sur la charte départementale en diapo, pendant que si des personnes veulent peut-être poser des questions. Alors là, le préambule, je vais vous mettre les valeurs de la charte peut-être. Ouais, les valeurs. Ouais. Voilà. Alors, je me permets, donc c'est Laurence Miro qui parle. Je voulais juste dire qu'on a, au niveau du groupe de réflexion et aussi les retours des territoires qui nous ont beaucoup aidé aussi à faire cette charte. On a beaucoup pesé les mots. Voilà, ça a été un travail quand même assez fastidieux, je dirais, parce que voilà, chaque mot était important. Et on a bien sûr repris les priorités aussi des accueillants qui ont participé. Voilà. Mais c'est vrai que de mémoire, parce que c'est l'année 2020 et pas entre deux, et ça fait beaucoup de débats. C'était très, très riche. À la fois ce qui revenait quand les personnes présentes au groupe repartaient chez elles pour parler auprès de leurs accueillants et revenaient après sur la discussion. C'était des grands moments de débat. Oui, c'est ça qui est intéressant, ces moments de débat, hein, c'est de pouvoir Ah oui. justement échanger avec d'autres. On dit les accueillants sont souvent isolés dans leur lap, et de pouvoir parler avec les autres lieux d'accueil, les autres accueillants, c'est aussi toute la richesse. Et ça peut être sans fin, donc c'est vrai que ça doit être un travail sûrement très laborieux, mais ça fait partie justement de toute la démarche qui est intéressante et qui permet de garder le dispositif vivant et puis le désir d'accueil, quoi. C'est vraiment à mon avis, ça a dû être très ressourçant. Je ne sais pas si on a des témoignages d'accueillants qui peuvent nous mettre un petit commentaire aussi sur ce que ça a pu leur apporter. N'hésitez pas. Voire même témoigner, pourquoi pas oralement aussi quand même. Hein. Bon, voilà, si on n'est pas 36, ça peut être intéressant aussi. Je poursuis, donc je vais repasser au niveau de la partie du guide méthodologique, ici, voilà. Donc cet après-midi, on vous présente donc également les 8 items du guide méthodologique. Vous voyez donc normalement apparaître à l'écran donc une présentation qui est un peu visuelle et synthétique du travail qui a été mené. Les documents vous seront transmis ultérieurement au niveau de la charte et du guide. Donc là aujourd'hui vont être abordés donc en premier point un lieu d'accueil et de soutien à la parentalité. Ensuite, un accueil spécifique basé sur des principes fondamentaux et des accueillants avec une posture professionnelle particulière. Après, un espace de soutien à la parentalité visant à renforcer le lien familial, le lien social et la prévention précoce, et un travail en partenariat et en réseau. Ensuite, vous sera présenté donc du projet à la labellisation, avec un petit peu les financements notamment de la CAF, du Pas-de-Calais. Et enfin, les modalités pratiques. Donc là, c'est à la fois les coordonnatrices parentalité et les professionnels de la CAF qui vont donc en binôme prendre la parole pour présenter ces différents items. Donc effectivement, un lieu d'accueil et de soutien à la parentalité, voilà, c'est vraiment, je dirais, une évidence. C'est vrai que même si Françoise Dolto, qui est voilà, quelqu'un d'important, puisque c'est la créatrice de la Maison Verte et qui a donné aujourd'hui les LAP, c'est vrai que sa phrase ici, c'est bête comme chou, on entre, on s'assoit, on discute, oui, certainement, mais c'est pas si... Il y a tout de même tout un processus, bien sûr, qui se met en place, vous le savez très bien en tant qu'accueillant, et donc, bien sûr, c'est un lieu de soutien à la parentalité parce que c'est des espaces donc particulièrement pertinents pour favoriser la qualité du lien d'attachement entre les parents et les enfants et permettre à l'enfant de se construire dans de bonnes conditions.
Voilà, donc c'est tout ce travail-là et d'accompagnement précoce à la fonction parentale, hein, qui est bien sûr basé sur l'écoute et l'échange autour du lien familial et social. Donc c'est vrai que c'est de fait un soutien vraiment intéressant au niveau de la parentalité. Je passe à l'item suivant. Donc, je laisse la parole à Muriel Delannoy et Laetitia Dumoulin. Laetitia, alors j'y viens. Alors, le lieu d'accueil et de soutien à la parentalité, non. C'est un lieu spécifique basé sur des principes fondamentaux, hein. Donc, l'accueil est la fonction essentielle du lieu. Dès l'arrivée de l'enfant et de son parent, l'accueil prend toute son importance. Ce moment formalisé permet de reconnaître l'enfant et son parent qui l'accompagnent. Le lien. L'accueillant s'adresse à l'enfant, quel que soit son âge, et à son parent. Il veille à prendre soin, dès le départ, à cette relation. Cet accueil privilégié se renouvelle systématiquement à chaque nouvelle arrivée. Ouais. Ah ben ça y est, c'est bon. C'est bon. Donc là, voilà, vous pouvez fermer la fenêtre, autoriser l'accès, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bon. D'accord. Là, vous voyez bien la réunion? Oui, 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 parce que je vois le PowerPoint qui est... D'accord. Donc, je reprends. Oui, il y avait une assistance en cours. Oui, on a entendu. Alors, pour tout premier accueil, la spécificité et les valeurs du lieu sont abordées. Les règles et les repères nécessaires à la vie en collectivité de lieu sont expliqués, également oralement aux enfants et aux parents par les accueillants. Ces notions sont confortées simultanément par les habitués. Et l'accueil se poursuit tout au long de la séance. Laetitia. Oui. Alors, le public de parents accueillis n'est pas un public spécifique, hein. Les LAP s'adressent à tous les parents, également aux futurs parents. Pour que ce lieu puisse fonctionner dans le respect de l'éthique des LAP, des principes fondamentaux sont à respecter de manière à établir le cadre essentiel. Un lieu adapté, spacieux, aménagé et bien identifié, sans confusion possible avec d'autres structures. Par ailleurs, il doit être conforme aux exigences de sécurité. 2 accueillants sont présents à chaque séance. Les binômes sont différents et indispensables pour faciliter l'écoute et ne pas entrer dans une relation thérapeutique. L'enfant et son parent sont accueillis librement, sans inscription au préalable, le temps qu'ils souhaitent, dans le respect de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent sans jugement. Et dans l'intérêt de la relation parentale et de la sécurité affective de l'enfant, le parent ne peut s'absenter durant l'accueil. Donc cet espace n'est ni un multi-accueil, ni une halte garderie, et le parent reste responsable de son enfant. Dans les principes fondamentaux, nous avons naturellement l'anonymat, qui est des usagers qui doit être préservé. Seul le prénom et l'enfant et le lien avec la personne qui l'accompagne peuvent être des éléments demandés. L'anonymat évite l'emprise sur les personnes. De même, il permet d'accueillir dans la simplicité de l'enfant et le parent. La confidentialité des échanges doit être aussi assurée. Il n'y a pas de parole forcée. Les parents sont clairement informés de l'obligation de réserve des accueillantes concernant l'identité des usagers ou le contenu des échanges, ainsi que le lien qui les unit. L'absence d'activité organisée, qui laisse la place à l'imaginaire et aux jeux mis à disposition. Ce principe permet de laisser libre cours à l'enfant de mener ses propres expériences, de partager un moment avec les autres. Et surtout, le plus souvent possible, le mieux possible, être en relation avec celui qui l'accompagne. Ce n'est pas un lieu de savoir-faire, mais un lieu de laisser être. La supervision et ou l'analyse de pratiques régulières des accueillants est obligatoire pour garantir la qualité de l'accueil. Elle se distingue des temps d'information et de coordination de l'équipe. Sur la fiche 4, nous allons aborder les accueillants avec une posture professionnelle particulière. Qui sont-ils? C'est un lieu d'accueil. Le lieu d'accueil par enfant fonctionne avec une équipe d'accueillants qui sont généralement des professionnels, mais qui peuvent être aussi des bénévoles. Ils sont qualifiés,
issus de différentes professions comme éducateurs de jeunes enfants, psychologues, médecins, travailleurs médico-sociaux, enseignants. Ils sont volontaires et formés à la fonction spécifique d'accueillant. La personne qui possède des connaissances préalables et des compétences dans les domaines de la parentalité et de la petite enfance et qui est formée à l'écoute. Alors, que font-ils? L'accueillante est garante du bon fonctionnement du lieu et du respect du cadre bienveillant dans lequel la parole est accueillie. L'accueillant se présente dans ce rôle spécifique aux parents et aux enfants, sans se référer à sa profession initiale ni à son statut. La neutralité des accueillants s'exprime dans une attitude discrète, empathique, bienveillante et dans l'absence totale de jugement et de toute question intrusive. La posture de l'accueillant permet d'accueillir le parent et l'enfant de façon chaleureuse et empathique, d'être à l'écoute, attentif à l'autre et être disponible sur ce qui est dit et sur ce qui se fait. Permet de mettre des mots, de faire une place à la parole de ce qui se passe. Elle permet d'aider le parent à mettre des limites indispensables à son enfant pour la vie en collectivité. Elle permet de conforter et de valoriser la relation enfant-parent, d'aider les parents à vivre l'expérience de la distance avec les enfants pour favoriser leur socialisation. Elle permet un climat de confiance, de sécurité, propice aux échanges entre chacun. Elle rassure les parents sur leurs capacités. Elle reconnaît les capacités individuelles de chaque enfant. Et elle permet aussi de lutter contre l'isolement de certains parents et enfants. Chaque accueillant a la responsabilité de respecter l'anonymat et la confidentialité, d'élaborer et de faire appliquer le règlement qui pose les règles de vie du lieu et les interdits de comportement, de soutenir tout parent en l'accompagnant dans la relation avec son enfant, de favoriser une communication non violente, de reconnaître l'enfant et l'adulte dans leurs spécificités culturelles, sociales et familiales, d'être dans un rôle d'accueillant, c'est-à-dire ne pas donner de conseils ni de diffuser du savoir, mais de privilégier l'écoute et de favoriser la parole, de valoriser l'autorité des parents et leur rappeler leurs responsabilités dans ce lieu. En dehors des accueils, l'accueillant participe obligatoirement à des temps de supervision réalisés par un professionnel qualifié, extérieur à l'équipe, et à des réunions d'équipe qui lui permettent de travailler sur l'organisation du lieu et sur le projet. La supervision. Elle facilite le travail sur soi et aide à décrypter et à explorer la part d'inconscient, de non-dit, dans la communication entre les personnes et plus particulièrement dans le lien enfant-parent. Dans un travail exclusivement axé sur la relation, la supervision est un passage obligatoire pour pallier toute dérive de quelque nature que ce soit. C'est une aide indispensable à la fonction d'accueillant, une instance de régulation et d'harmonisation des pratiques. En dehors de la supervision, les accueillants se réunissent autour de réunions régulières qui permettent d'instaurer le bon fonctionnement du lieu. L'accueillant pourra ainsi contribuer à définir avec son équipe clairement les missions du lieu, élaborer le règlement intérieur, réfléchir et mettre en œuvre des modalités d'organisation au niveau de l'espace, des horaires et du matériel, proposer un plan de communication adapté et pertinent, inscrire l'action et l'articuler avec l'offre de services en matière de parentalité sur le territoire et participer à l'évaluation régulière du LAP. C'est bon, Anne. C'est bon, ouais. Alors, l'item suivant, donc un espace de soutien à la parentalité visant à renforcer le lien familial, le lien social et la prévention précoce. Alors, Laurence, Hérault. Oui, alors effectivement, il y a déjà pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais le lien familial, effectivement, ça fait partie de ce fameux soutien à la parentalité, voilà, qui valorise d'une part la compétence des parents, qui valorise aussi qui renforce la notion de lien et d'attachement aussi de l'enfant vers le parent. Et voilà, si c'est un lien suffisamment sécurisant pour aborder l'avenir, voilà, donc c'est tout ce lien familial qui s'exprime et qui peut être vécu dans ces LAP.
Et au niveau de l'enfant, c'est aussi sa propre socialisation, c'est susciter sa prise d'autonomie. Voilà, c'est aussi bien sûr pour lui un lieu important et où il peut échanger à la fois avec son parent, mais aussi avec d'autres adultes et d'autres enfants. Donc c'est pas rien. Et aussi au niveau de l'adulte, pouvoir travailler aussi, découvrir son enfant autrement, valoriser les compétences, prendre confiance dans sa fonction parentale. Je pense que c'est essentiel. Le LAP, c'est aussi un lieu qui peut favoriser le lien social. Le lien social, donc on l'a dit, au niveau de l'enfant, du parent, dans leurs relations, mais aussi entre adultes. Pouvoir partager des expériences, mutualiser des savoirs, rompre l'isolement aussi, je pense que c'est une fonction quand même aussi primordiale. Et pour l'enfant, au niveau de sa socialisation, c'est aussi se confronter aux règles de la vie en collectivité. Hein. On sait l'aménagement d'un LAP, il est spécifique par rapport à des règles bien définies, par exemple. On y reviendra tout à l'heure sur la fiche aussi de l'aménagement de l'espace. Voilà, c'est des adultes aussi qui peuvent se retrouver, parfois même en dehors du LAP. On voit aussi parfois des parents qui créent comme ça du lien entre eux. C'est aussi du coup un lien aussi de prévention. Voilà, où on travaille l'aspect relationnel qui va travailler sur une prévention précoce de troubles éventuellement de la relation parent-enfant. Voilà pour cette partie-là du guide. Adeline, je te laisse. Alors, au niveau du travail en partenariat et en réseau, donc cela passe par l'information et la communication sur le lieu, donc notamment par le biais des sites internet monenfant.fr, mais aussi Parents 62. Donc, en plus de la communication qui est déjà déployée dans les structures, le but est d'être identifié par les parents, mais aussi par les partenaires. Dans un deuxième point, il y a la dynamique partenariale. Donc, le fait de participer à un réseau permet d'échanger avec d'autres partenaires qui ne sont pas forcément des accueillants LAP, de partager la philosophie aussi du lieu, de le faire connaître pour que ces partenaires puissent en parler aux parents. Donc, ce qui a été pas mal abordé dans les groupes, c'est aussi parfois, il y a certains partenaires qui disent je t'envoie telle famille, tu me feras un retour. Et voilà, quand je parle de philosophie du lieu, c'est bien ça. On ne peut pas faire un retour sur la famille puisque c'est anonyme. Au niveau de l'instance de suivi et de pilotage, donc il est important d'associer les partenaires dès l'émergence du projet et tout au long de celui-ci pour valider le projet, le fonctionnement, l'évaluation, afin d'apporter des améliorations, de l'enrichir ou d'optimiser. Voilà. Alors, l'item suivant, donc du projet à la labellisation. Alors, du projet à la labellisation, donc une démarche participative pour élaborer un diagnostic. Le diagnostic est la première étape du projet. Il peut faire suite à une demande exprimée par des habitants ou à des constats ou observations réalisées que l'on souhaite confirmer par un diagnostic. Le diagnostic s'inscrit dans une démarche partenariale avec des acteurs locaux associatifs et institutionnels en privilégiant aussi la place des parents. Cette démarche permet de s'assurer que le projet répond à des besoins, d'identifier les freins, les leviers qui devront être pris en compte dans l'élaboration du projet et de mobiliser les partenaires du territoire. 4 étapes pour la réalisation du diagnostic: le recensement documentaire, les rencontres avec les partenaires du territoire afin de les mobiliser autour du projet et de les associer à la démarche, l'investigation auprès des parents, et le bilan du diagnostic. À toi, Muriel. J'ai épargné le micro. Je parlais dans le vide. Alors, il s'agit d'un projet partagé. Le projet doit préciser le sens donné au projet, les valeurs, les principes fédérant les différents acteurs autour du projet, les objectifs généraux d'un lieu d'accueil parents-enfants, les partenaires impliqués dans la construction et les formes du partenariat possible,
Alors, j'ai envie de venir sur cette partie-là, les partenaires impliqués. C'est ce qu'on est en train de vivre là sur le bassin minier, c'est le départ des collègues du département qui ne sont plus, qui sont prises par ailleurs, hein, qui ne peuvent plus nous donner du temps d'accueil sur les lieux d'accueil parents-enfants. Et c'est vrai que d'avoir les partenaires impliqués dans la construction et les formes de partenariat, c'est-à-dire qu'on va contractualiser avec eux le lieu d'accueil parents-enfants, nous a permis de solliciter les responsables de sites en disant revenez, là on mène un comité de pilotage pour qu'on avance sur ce projet, parce que là il est mis en danger. Ce projet partagé comprend également les caractéristiques du lieu d'accueil, hein, le territoire, la plantation, le local, la communication et les gestionnaires, les moyens humains, l'organisation, les modalités de fonctionnement de l'accueil proposé. Là aussi, hein, par méconnaissance, les partenaires disent oui, mais on met 2 heures d'accueil pour du temps de préparation, d'accord. Mais pourquoi une réunion d'équipe? Pourquoi de la supervision? Pourquoi en plus des rencontres départementales? Donc, il y a aussi là à négocier ce temps de mise à disposition. Le budget de fonctionnement du LAP, hein, les dépenses de personnel, les loyers, les achats de fournitures et la valorisation du personnel mis à disposition. Et les modalités d'évaluation envisagées. Alors, la Caisse d'allocation du familial du Pas-de-Calais s'engage auprès des partenaires pour l'accompagnement du projet d'ouverture au LAP. Et donc, il y a un dossier de demande de labellisation à déposer. Alors, des modalités d'évaluation envisagées en amont. L'évaluation doit accompagner tout le déroulement du projet. Elle permet de faire le bilan des actions réalisées du point de vue de leur déroulement et des résultats obtenus et de dresser un état des lieux des atouts, des points positifs et aussi des points à conforter. 2 approches sont possibles et complémentaires. Il y a l'approche quantitative et l'approche qualitative. Au niveau de l'approche quantitative, donc, il y aura le public accueilli avec des indicateurs comme le nombre de présences, l'âge des enfants, le nombre de nouvelles familles, les différents modes de connaissance du LAP, les liens entre l'adulte accompagnant et l'enfant, le fonctionnement du lieu, donc le nombre de séances, le nombre d'heures d'ouverture, le nombre d'heures de préparation, période de vacances, aménagement du lieu, le fonctionnement de l'équipe, donc le nombre de séances par accueillant, la durée, le nombre d'heures de supervision, de réunions d'équipe, le nombre de comités de pilotage ou de suivi et la participation au réseau Parentalité 62. Au niveau de l'approche qualitative, les effets induits par la présence au LAP sur la relation parent-enfant, la socialisation de l'enfant, du parent, le développement du lien social. Ces recueils d'informations peuvent aussi se faire par des questionnaires auprès des parents ou des partenaires, écoles, la protection maternelle et infantile, les crèches, par des évaluations de groupe, le témoignage de parents ou encore des monographies lors des comités de pilotage en questionnant les participants. Voilà. Alors, sur la partie financement, je pense qu'on ne va pas aller plus loin parce que c'est vrai qu'on a plus là, cet après-midi, des accueillants avec des lieux qui sont déjà ouverts et qui fonctionnent. Donc, c'est vrai que cette fiche, elle est importante dans le guide méthodologique dans la mesure où c'est pour les créations de nouveaux lieux. Et l'explication autour du calcul de la prestation de service des lieux d'accueil parents-enfants. Donc, je pense qu'on va passer outre parce que c'est un peu plus complexe et technique et pas très sympa, quoi. Mais s'il y a des questions, je suis là pour répondre. Merci. Alors, le dernier item, les modalités pratiques. Oui, alors il y a dans le guide méthodo plusieurs pages effectivement sur ces modalités. On a aussi pas mal bossé là-dessus. C'est vrai que ça a demandé aussi pas mal de temps à réfléchir sur un certain nombre de choses. Il y a des choses que je ne vais pas redire parce qu'elles ont été plus ou moins dites. Par exemple, le public. Donc, on est dans les modalités publiques. Quel est le public? On l'a déjà dit. Les obligations donc des accueillants et des accueillis. On l'a plus ou moins déjà dit, l'absence d'inscription, la gratuité, etc.
Alors, on a aussi travaillé sur le fait que chaque lab a aussi ses propres règles. Il a ses propres règles de fonctionnement. Donc ça, c'est vrai que quand on en a échangé, ben, effectivement, on s'est bien rendu compte que chaque, c'est dur à dire, lab les établissent. Et donc, qui peut s'appeler règlement intérieur ou cadre de fonctionnement, guide du lab, guide de bienvenue, référentiel qui garantit le respect des lieux. Enfin, il y a plusieurs appellations qu'on a pu repérer. Et donc, chaque lab, effectivement, rédige son propre document et ses règles de fonctionnement. Voilà. Du coup, c'est un référentiel ces documents qui permettent quand même le respect des principes fondamentaux qu'on a déjà évoqués. Voilà. Et il a aussi une fonction, ce règlement, ou comme on l'appelle, au sein de l'équipe, de traduire vraiment les modalités de fonctionnement, les valeurs du lab. Voilà. Et on s'est dit d'ailleurs que c'était un outil qui devait être, en tout cas, doit être, c'est marqué carrément dans le guide, régulièrement réinterrogé au moment des bilans de fonctionnement. Parce qu'effectivement, c'est un outil qui doit évoluer en fonction de comment vit le lieu, quoi. Donc ça a été souligné. Alors, par rapport aux parents, en général, ce document, il est affiché. Soit il est affiché, soit il est remis aux parents, voilà, pour conforter ces règles. Il peut être expliqué tout en étant donné. Enfin, voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, donc là, il y a un certain nombre d'explications de qu'est-ce qui peut être dans ce règlement. Donc, la présentation de la structure, du gestionnaire, du personnel, enfin, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est plus par rapport à les règles de fonctionnement et des règlements. Ensuite, il y a la partie dans le guide, donc dans ces modalités pratiques de l'organisation de l'équipe. Là, je ne vais pas trop m'y attarder parce qu'on en a déjà parlé. La supervision, les réunions d'équipe. Il peut y avoir un coordonnateur parfois ou un référent dans un lab. Ce n'est pas le cas partout. Et les réunions d'équipe, par exemple, c'est vrai que ça avait été évoqué dans les groupes que tous les labs n'ont pas des réunions d'équipe en plus de la supervision, hein. Et que ça, c'était aléatoire, mais qu'en tout cas, ça semblait quand même parfois assez nécessaire parce que, notamment, parfois des situations un peu urgentes où, voilà, la supervision, ça peut être une fois par trimestre, enfin là, ça dépend aussi des labs. Mais du coup, une réunion d'équipe plus régulière, ça permettait peut-être aussi, effectivement, de régler des questionnements, notamment par rapport parfois à des problèmes avec les enfants ou de repérage de choses peut-être pas évidentes, donc entre autres. Mais ça peut être, bien sûr, pour d'autres raisons que ces réunions sont intéressantes. Voilà. La dernière partie sur laquelle on a beaucoup bossé aussi, c'est les locaux et l'organisation spatiale, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi de primordial dans ces lieux. Il y a une organisation qui est très réfléchie et je le disais tout à l'heure, par exemple, qui peut rappeler les règles aux enfants et les aider à les respecter. Par exemple. Et du coup, là, on va faire ça un petit peu à deux voix avec Floriane au niveau de l'organisation spatiale et les locaux, puisque vous l'avez su, il y aura, vous le savez, pardon, un prochain webinaire le 18 mai avec donc une intervenante qui s'appelle Anne Benezech, qui est psychomotricienne et qui travaille beaucoup sur l'aménagement de l'espace, alors que ce soit des labs, mais pas que. Ça peut être aussi, et qui aide, et ça peut être une crèche, une halte-garderie, etc. Et qui soutient souvent les équipes sur la réflexion sur ces questions-là. Donc, alors, Floriane, je te laisse la parole. Voilà, l'idée de ce prochain webinaire avec Anne Benezech, c'est quand même vraiment de centrer sur les lieux d'accueil enfants-parents, d'avoir à la fois, on parlait de temps de ressourcement pour les accueillants, mais d'avoir aussi des billes sur la fonction du jeu, sur cette spécificité du jeu en lab, qui est quand même une approche assez particulière qui peut des fois déstabiliser au début quand on vient du champ de l'animation, parce que c'est vraiment une posture particulière. Donc, elle va nous apporter des billes, du contenu. Mais l'idée aussi pendant ce webinaire, c'est de pouvoir mutualiser, un peu comme si on se voyait en vrai,
toutes vos façons de faire, voilà, les jeux un peu phares dans vos lieux d'accueil, peut-être comment vous avez pensé l'aménagement des exemples, enfin des choses très concrètes qu'on pourra aussi mutualiser dans le cadre de ce webinaire, parce qu'on vous proposera un support Padlet où chacun pourra venir insérer des photos ou des bonnes idées au fil du déroulé de Anne. Hein. Donc voilà, c'est quand même un programme super intéressant, et puis j'espère qu'on vous y retrouvera nombreux. Alors, sinon, on recontinue. Donc, le guide, c'est des points, il n'y a pas de normalisation, c'est pas normatif, enfin, c'est pas un mode d'emploi où tous les labs devraient avoir ces jeux-là ou ces coins-là. C'est vraiment à définir en fonction des contextes. Je vais quand même leur rappeler ce qui est mis dans le préambule du guide, hein, pour revenir sur les locaux et leur organisation. Un petit point pratico-pratique, vous aurez le lien, hein, de ce webinaire par mail. Donc là, il n'est pas affiché ici, mais vous l'aurez de la même manière que vous avez pu avoir le lien pour cet après-midi. Donc, dans le préambule du guide, il est rappelé que l'enfant doit être dans le jeu libre et acteur dans son choix de jeu. Les jeux sont à disposition comme des invitations. Voilà, c'est vraiment la notion d'invitation, c'est vraiment un mot-clé de ce qui guide les accueillants dans l'organisation spatiale. Donc, évidemment, il peut y avoir des espaces de coins calmes et puis des espaces davantage moteurs. On va varier tout ça en fonction du nombre d'enfants accueillis, en fonction de l'âge des enfants qu'on accueille. Est-ce qu'on accueille plutôt des bébés ou plutôt des un petit peu plus grands? Voilà, la spécificité, le contexte de chaque LAP nécessite que l'équipe adapte son aménagement, son choix des jeux. Et ça donne donc des choses assez singulières d'un LAP à l'autre, et ça participe aussi à... Oula, Floriane, posé dans le guide. Hein. On a par exemple, oui, on t'entend pas bien. Si je vais trop vite? Non, ça fait du yaourt. Ça fait du yaourt. Bah écoute, moi j'ai que voilà, je sais pas quoi te dire. C'est bon maintenant. Je continue. Si ça va pas, dites-le moi. Alors, on parle dans ce guide, vous allez bien sûr voir la du local et de configuration avec des pistes, comme tout ce qui est matériel de puériculture, à quoi on doit penser pour accueillir des bébés. On a aussi l'idée du mobilier confortable pour les enfants. On accueille les enfants, mais accompagnés d'adultes. Donc forcément, accueillir l'un et l'autre, c'est prendre en compte cette notion aussi d'adulte, c'est la notion de mobilier adapté. On parle aussi des fois de l'accueil des grands-parents. Enfin voilà, tout ça, c'est des points de repère qui vous sont rappelés dans ce guide. On a rappelé également dans ce guide la notion de support comme un peu plus traditionnel, comme le tableau pour noter le prénom des enfants, l'âge, des choses assez symboliques, mais qui peuvent aussi, encore une fois, se décliner de façon très singulière en fonction des lieux d'accueil. Vous avez dans ce guide, dans cette partie, vous allez trouver donc différents points, par exemple la notion d'accueil. Comment on fait pour ce premier espace qui permet de stocker les poulettes, de servir de vestiaire. Voilà, comment on pense aussi cet aménagement-là. On a donc l'espace un peu bébé. Qu'est-ce qu'on va penser pour accueillir les tout petits? Avec un rappel peut-être, est-ce qu'on délimite l'espace avec symboliquement la ligne de couleur ou quelque chose comme ça qui permet de différencier ou pas? C'est vraiment à réfléchir en équipe. Penser aux jeux moteurs, aux jeux d'imitation. On sait que c'est des supports à la relation, hein, les jeux. Donc, c'est aussi penser à pouvoir mettre des dinettes et voilà, tout ce qui est jeux symboliques et jeux d'imitation. Voilà, différentes idées d'espace sont proposées, comme la lecture, je fais l'espace extérieur. Il y a des lieux d'accueil qui ont la chance d'avoir un espace extérieur, ou comment on peut essayer d'envisager ça. Comment on peut composer avec un espace extérieur, un espace intérieur. Il y a aussi un petit clin d'œil qui est intéressant, qui va concerner pas mal de LAP, qui est lorsque le lieu d'accueil est mutualisé avec d'autres lieux, d'autres accueils. Enfin, il sert ponctuellement en lieu d'accueil enfants-parents, mais il sert à autre chose par ailleurs. Comment on compose pour donner une identité à ce lieu au moment de ces accueils-là. Dans cette partie-là, vous trouverez aussi tout ce qui concerne l'ouverture, le choix des jours, l'amplitude horaire. Voilà, quelques points de repère qui pourront vous aider aussi à organiser
dans le temps finalement les accueils. À quoi on pense avant, à quoi on pense à l'arrivée de l'enfant, à quoi on pense pendant l'accueil, la notion de convivialité, est-ce qu'on fait un goûter ou pas? Voilà, tout ce qu'il faut penser pour pouvoir structurer en équipe l'organisation juste avant, pendant les accueils et lors du départ. C'est des points de repère. Bon, à la fin de cette partie-là, alors bien sûr, tout ce qui est, je vous parlais de l'organisation spatiale et puis des différents types de jeux. Si vous participez au webinaire dont on vous a parlé précédemment, c'est des points qui seront vraiment repris par Anne Benezech et où elle va nous apporter des éléments de compréhension et aussi des choses très pratiques hein, sur ces notions-là. Donc là, on ne va pas développer plus. Il y a aussi cette notion dans cette partie au niveau de la communication. On sait quand on accueille des jeunes enfants et des parents de jeunes enfants, en fait, la communication, elle est toujours à refaire finalement parce qu'on peut accueillir ces familles sur un temps relativement court. Voilà, l'idée c'est comment aussi, et la question qui revient souvent dans les lieux d'accueil, c'est ça, comment on communique sur le lieu quand on change les horaires, quand sur les jours, sur les modalités d'ouverture. Donc il y a plusieurs items qui préconisent, voilà, par exemple, comment on identifie l'extérieur du lieu, comment on peut, sur quels outils on peut s'appuyer pour pouvoir faire des démarches auprès des partenaires, pour faire connaître le lieu d'accueil, les écoles maternelles par exemple, auprès des forums, auprès des réunions de parents d'élèves. Voilà, on a plein de billes comme ça dans cette partie qui permettent de faire voir hein, le lieu d'accueil et de continuer à les rendre visibles, hein, vraiment. Pour cette partie, moi j'ai terminé. Laurence, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter. Non, c'est vrai que non, on a fait le tour de l'ensemble un peu des thématiques sur les modalités pratiques. Effectivement, on a parlé de ces espaces extérieurs et on sait que il y a quand même pas beaucoup de lieux qui ont la chance d'avoir un jardin, mais que c'est vrai que c'est quand même un sacré atout parce que voilà, on sait toute l'importance aujourd'hui, de plus en plus dans les pédagogies, on en parle beaucoup du fait que les enfants, voilà, le rapport aussi à la nature, etc. Enfin, ça peut être un intermédiaire intéressant. Et puis aussi, je reviens à cette histoire que le lieu soit agréable aussi pour les adultes. Voilà, tu l'as dit, mais c'est vrai que parfois, c'est important, on en avait échangé, hein, d'avoir aussi des fauteuils, des choses à hauteur d'adulte, parce que parfois, on a tendance à oublier dans les lieux de la petite enfance, on pense enfant, mais voilà, l'adulte, il y vit aussi dedans. Et notamment là, puisqu'on accueille bien sûr aussi l'adulte, le parent, ou comme tu disais, le grand-parent. Donc, c'est vrai que c'est important et ça peut vraiment créer des choses intéressantes, même pour lire une histoire, qu'un adulte soit bien installé, je pense que c'est pas anodin et la qualité de la lecture n'en sera que mieux, je pense. Voilà. Alors dans le guide qui sortira bientôt, j'espère, Florence, on sait pas, on n'a pas encore de date, mais on a aussi illustré par des photos. Le guide sera illustré par des photos soit de l'AP du Pas-de-Calais, mais pas que, aussi de l'AP d'autres régions. Voilà, donc pour rendre aussi le guide un peu plus attrayant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu vous le donner tel quel aujourd'hui, parce que il n'est pas du tout rigolo à lire. À regarder, quoi. Donc voilà, je pense que ça sera bientôt. Je vais peut-être laisser la parole à Florence, parce qu'il y avait cette idée aussi de charte qui soit en format sûrement affiche. Enfin voilà, moi je laisse la parole à la CAF par rapport aux modalités et la suite. Je vais juste, parce que je regarde un peu aussi les conversations, par rapport au webinaire qui aura lieu prochainement, je vous dis vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des photos de jeux ou d'aménagement de votre propre lieu, de les garder en réserve là sur votre bureau d'ordinateur pour pouvoir les partager sur le Padlet et qu'on puisse faire de ce temps-là quelque chose aussi où on mutualise hein, les bonnes idées de tout le monde. Voilà, je ferme la parenthèse. Je laisse la parole à Florence. Florence?
Je ne suis pas sûre que Florence soit encore parmi nous. Ah, Me revoilà, excusez-moi. Ah, elle est revenue. À toi, voilà. Florence. Oui, je ne sais pas, du coup, Florence, Vas-y, oui. on parlait des suites de la parution du guide et aussi de la charte, parce que il était en projet que peut-être la charte soit aussi définie sous forme un peu d'affiche pour l'afficher dans le lieu. Enfin voilà, donc Oui, oui. on te laissait la parole ou à Saména. Notre service communication, où effectivement, il est envisagé que vous puissiez aussi afficher voilà, la charte, y travailler aussi, enfin réfléchir aussi en équipe et l'idée aussi, en fait, dans la conception de la charte, ce qu'on a voulu, ce qu'on a souhaité aussi, et on y a fait beaucoup aussi attention, c'est au vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment aussi que cette charte soit accessible aussi aux parents, quel que soit voilà, le parent. Et on a aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du groupe de travail, travaillé beaucoup aussi sur la sémantique et sur les mots, pour les rendre vraiment accessibles à l'ensemble des participants, enfin des accueillants et des participants. Donc effectivement, voilà, ça fera l'objet d'une diffusion au niveau des LAP. Et puis ensuite, pour les conventionnements, enfin, l'idée aussi, c'est que les prochains LAP puissent aussi s'appuyer sur un cahier des charges à travers cette charte, et qu'on veille vraiment à respecter, dans le cadre du fonctionnement des LAP, les valeurs de la charte départementale. Est-ce qu'il va y avoir une signature de cette charte, lap par lap? Comment ça va s'organiser? Non, il n'y aura pas de signature. L'idée, c'est que vraiment, nous, dans le cadre d'une labellisation, quand on labellise un LAP au niveau de la CAF, on s'assure effectivement voilà, qu'on va être vraiment dans une promotion de cette charte départementale, qui est pour nous les 7 valeurs vraiment fondamentales d'un fonctionnement d'un lieu d'accueil enfants-parents. D'accord. Et je pense que comme la façon dont on a travaillé avec les lieux d'accueil enfants-parents, on a vraiment été dans une démarche participative et collaboratrice. Donc, je pense vraiment qu'on est vraiment dans une… Enfin, je pourrais dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des labs, vous respectez voilà, l'ensemble des valeurs qui ont été identifiées dans la charte. On n'entend pas très bien. Il y a une personne qui parle, mais on ne vous entend pas bien. Allô? Oui, ça va mieux? C'est Muriel. Oui, vas-y, Muriel. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, on s'était dit par rapport à cette charte, si on avait rêvé sans Covid. À l'époque, tout était possible. Donc, c'était une grande scène, une belle scène avec tout le monde présent, naturellement. Et entre autres, et je me dis, il faudrait peut-être qu'on l'ait encore en tête, celle-là, c'est auprès des superviseurs. Faire un temps spécifique autour des superviseurs et de représenter un peu tout ce travail qui a été fait et qui porte un peu la parole de tous les accueillants. Il faudrait peut-être qu'on y repense. Oui, et ce qu'on avait effectivement envisagé, c'était d'inviter les superviseurs à se en présentiel, mais c'était un autre temps, on va dire avant. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'était pour nous aussi intéressant que les superviseurs soient aussi associés. Et que puissiez peut-être dans le cadre d'une supervision apporter aussi ce document, peut-être aussi en réfléchir en équipe. Voilà, c'est vraiment pour nous vraiment des points essentiels de fonctionnement, voilà, pour le bon fonctionnement d'un lieu d'accueil enfants-parents. Et je répète, on est, je vous l'ai dit en début de séance, on est le seul département, à ma connaissance en France, à avoir travaillé sur une charte départementale des lieux d'accueil enfants-parents. Et on est une des seules CAF à avoir une réflexion, comme le disait aussi Floriane en début de séance, aussi aboutie avec les accueillants les LAP et les accueillants en espace de rencontre. Non pas en espace de rencontre, mais en lieu d'accueil enfants. J'ai un peu de mal.
Donc là, on peut laisser, voilà, hein, si vous avez des questions, si vous voulez partager même des expériences ou voilà, je pense que on laisse un petit temps, partage. J'en profite pour faire un petit coucou à mon ancienne collègue Sylviane, qui est connectée. Voilà, je lui fais un petit coucou. Bonjour Sylviane. Oui, bonjour. Je viens de te répondre. Et Sylviane, elle s'appelle Jean-Paul Leblanc, donc. Oui, c'est ça, ouais. Bah, écoutez, comme on a des ordinateurs qu'on se prête les uns les autres, voilà. Mais on a une création de lieu qui a été agréée par la CAF, hein, mais que l'on reprend complètement à zéro. Donc, du coup, on est 5 connectés d'Achicourt, c'est ce que je viens de dire, parce qu'on a envie que ça se fasse dans les meilleures conditions. Donc, voilà. Et puis moi, je suis là aussi, donc c'est Sarah Fagnet de la CAF qui serait accueillante du coup à Achicourt. D'accord, bonjour Sarah. Bonjour Sylviane. Ça me fait plaisir de vous entendre toutes. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, je serais preneur d'avoir assez vite le guide parce que dans l'équipe d'accueillantes qui se présente, là, il y en a beaucoup du premier projet qui ne seront plus là. Donc, il faut qu'on redynamise, qu'on remobilise et que, d'avoir des supports, quand même, ça va beaucoup nous aider. Alors, bonjour Sylviane, en vrai, pas par mail, mais en vrai. Oui, ça m'énerve, bonjour. et donc, c'est ce que je répondais par mail en même temps. On peut, là, dans l'urgence, on peut donner un minimum, mais ce n'est pas des supports qui sont très jolis, ce ne sera pas quelque chose de diffusable, mais au moins pour avoir les valeurs et puis, les fiches du guide. Parce que la charte, autant, moi personnellement, il y a beaucoup de choses que je maîtrise déjà, mais la charte, je ne la connais pas du tout. Donc, le guide, ça me permet d'avoir des supports, même si je ne les transmets pas, mais avec les personnes avec qui on va travailler. Et puis, la charte pour que j'en fasse connaissance. Voilà. Oui, pas de souci. Dans le diaporama, déjà, vous avez l'intégralité de la charte. Oui, déjà sur le diaporama, il sera diffusé à tout le monde. Oui, c'est ce que vous avez dit, on va avoir un lien. Oui. D'accord. Parce que là, on a eu 2-3 diapos statiques, c'est tout. Oui, mais les éléments de la charte y étaient intégralement, par contre. Moi, ça n'a pas défilé. C'était tout au début. Ah oui, quand je n'étais pas encore connectée. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, tant pis pour moi. Non, mais du coup, vous aurez les supports, l'enregistrement du webinaire. Tout ça, c'est des choses qui vont vous être renvoyées. D'accord. Bon, d'accord. Voilà. Très bien, très bien. Parce que c'est mieux, des fois, quand même, d'avoir un support. Bon, bon courage, mesdames. Merci. Merci. Mais de rien. Florence, tu t'en vas? Tu quittes la CAF? Je suis partie, oui, depuis le 1er avril. Tu es où maintenant? Je suis au centre de ressources régionales Nord-Pax. D'accord, d'accord. La région les Hauts-de-France, plus les Ardennes et, d'accord. Et Reims, sur des missions régionales. D'accord. Bon, écoute, bon vent dans tes nouvelles missions. Merci. Et je disais, en fait, en début de séance, que tu n'étais pas là, que la Caisse nationale a repéré notre guide méthodologique qui est très certainement va en faire un document national. Oh, écoute, on a toujours été les meilleurs dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est ce que j'aurais dit. Du Pas-de-Calais, on est bien repéré. En matière de parentalité, c'est vrai que avec le réseau, c'est quand même intéressant. Ouais. Bien, bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a une question? Oui, il y a une question pour le diaporama. Déjà, quand est-ce qu'il sera diffusé? Là, je pense, très certainement via le site Parents 62. Je pense que les collègues du réseau parentalité vont confirmer. Oui, on peut le mettre sur le site et après, on peut également, si vous le souhaitez, vous le communiquer en PDF. Oh, c'est bien. Et il y a le Lab de Berck, importance des réunions d'équipe pour souder et conforter le cadre du lieu. J'ai envie de dire que ça fait vraiment des choses dont on a parlé quand on se voyait en groupe. C'est là qu'on a découvert que certains, malheureusement, n'avaient même pas de réunion d'équipe ou très peu.
Et on s'est dit, il faut à tout prix que ça soit dans le guide parce que c'est quelque chose qui lie, qui est très important, qui fait vivre, la convivialité entre les accueillants parce qu'on n'est jamais avec la même personne donc c'est pour ça que on l'a bien repris dans le guide. Ce qu'on disait aussi, ce qu'on l'a peut-être pas dit au début, c'est que le guide, il est fait sous forme de fiche, de façon à ce que si vous voulez en prendre qu'une à la fois, vous en prenez qu'une pour débattre. Voilà, ça sera vraiment quelque chose qui sera sympa à ce niveau-là. C'est pas le gros dossier à emmener à chaque fois. Plusieurs personnes sont évidemment intéressées pour avoir le fichier en PDF. Voilà. Au début, il y avait une question, mais il y avait il y avait une question sur la différence entre le LAP LAPE et le LAP LAEP, mais il y a une réponse qui a été apportée. Et c'est quoi la réponse? Bah, c'est la même chose, je pense. Ah non, c'est pas la même chose. On met enfant d'abord ou parent d'abord. Voilà, c'est juste cette notion-là qui change. Alors, c'est parce qu'effectivement, avant, c'est parce que la CNAF s'est saisie après des lieux d'accueil, mais il y a des lieux d'accueil qui étaient portés essentiellement par les départements avant. Et donc, c'était des LAP, LAPE, donc parents-enfants. Effectivement, maintenant, avec le référentiel CNAF de 2015, il y a plus de LAP financés qui ne fonctionnent pas avec la prestation de service de la CNAF. Et donc, sous ce référentiel, où là, l'enfant a vraiment été mis en premier. Lieu d'accueil, enfants-parents. Après, quand on le dit, c'est vrai qu'on dit LAP, donc ça porte à confusion, mais on écrit LAEP. Il y en a qui disent LAEP. Enfin, ça dépend un peu des endroits où on va. Voilà pour la petite histoire. Donc, pour la CNAF a vraiment voulu remettre l'enfant comme c'était traditionnel à la Maison Verte. Hein, ça vient de l'origine des lieux d'accueil enfants-parents. C'est l'enfant le premier accueilli, accompagné de ses parents, parce que pour bien accueillir l'enfant, c'est aussi. Et puis c'est après parti effectivement dans la branche parentalité, mais avec l'enfant comme premier accueilli. Sans enfant, on ne vient pas au LAP, en fait. En gros, c'est ça. D'ailleurs, il n'a pas d'autres questions, à moins que des questions ponctuelles. On a bien reprécisé dans le guide on accueille bien son enfant accompagné de son parent ou d'un adulte référent. Et on accueille en priorité l'enfant. Il y a une question par rapport au PDF carrément en début de semaine. Donc là, je ne sais pas comment ça s'organise par rapport à l'envoi du PDF. Est-ce que c'est par mail ou par... peut-être qu'il faut voir à ce niveau-là. Alors moi, je peux envoyer le PDF par mail, mais je n'ai pas les adresses mail de tout le monde. Alors éventuellement, Samena, je t'envoie le PDF que tu Alors, je suis en congé ce soir et j'ai une autre réunion juste après. Donc, est-ce que là, en attendant que je puisse le retour de mes congés, est-ce que ce serait envisageable qu'on le mette à minima sur Parents 62? Tout le monde a accès à… Alors, le Parent 62… Ah non, ça ne sera pas possible début de semaine non plus pour vous? Alors, peut-être lundi? Lundi, oui, je pense. Lundi, c'est correct. Parce que je pense que déjà, à minima, s'il était sur Parents 62, ce serait déjà… Parce qu'après, moi, j'ai tout un listing des 237 adresses mail à qui j'ai envoyé les invitations. Ça, je peux transmettre également, mais moi, le faire ce soir, et comme lundi, je ne serai pas là. Si effectivement, dans l'urgence, les personnes souhaitent l'avoir assez rapidement, là, ça risque d'être compliqué pour moi. Mais, donc, on le mettra lundi sur le site Parents 62. Je pense que là, déjà, dans un premier temps, au moins, ce sera accessible au plus vite. Ça marche. Il y a une autre question. Qu'en est-il pour le futur papa seul? Est-il possible de l'accueillir? Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas ou Floriane, est-ce que ça te parle? Alors, d'expérience et de témoignages des lieux d'accueil, j'ai pas connaissance d'un futur papa qui viendrait au LAP. Par contre, des futurs parents, oui.
Donc, voilà. Mais en théorie, il n'y aurait pas de souci. On peut penser à un couple adoptant qui prend connaissance des lieux, qui a envie d'échanger avant la naissance de l'enfant. Il pourrait être accueilli puisque c'est ouvert aux futurs parents. Voilà, il faut penser aussi aux situations, par exemple les périodes de transition des familles adoptantes ou bien voilà, il y a quand même plein de situations où on peut accueillir le futur parent. Voilà, c'est important, hein, c'est une bonne question parce que se poser cette question-là, c'est aussi re-questionner la place qu'on a au père, comme si une femme enceinte c'était évident, mais un futur papa, hop, ça questionne un petit peu. On n'est pas habitué, enfin c'est pas courant. Alors qu'en théorie, il n'y a rien qui l'empêche. C'est ouvert aux futurs parents. Donc, il y a quelqu'un qui a répondu, oui, j'ai déjà accueilli un papa seul qui a été envoyé par la PMI. D'accord. Un papa seul, mais là, on parlait de futur papa. C'est... Parce qu'un papa seul, si c'est un papa qui est déjà papa qui vient sans son enfant, en principe, non. Par contre, si c'est un futur papa, ça veut dire qu'il attend son enfant. Il va bientôt être père, mais il n'est pas encore. Oui. Ça questionne quand même un papa qui viendrait sans son enfant. En principe, en lieu d'accueil, c'est pas le lieu pour. On n'est pas dans la même démarche d'attente de l'enfant. Je ne sais pas si Madame Chivet peut apporter une précision par rapport à ce qui a été écrit. Avec sa fille, désolée, je n'avais pas compris. OK. Ensuite, il y a une autre question, petite question. Pour une nouvelle accueillante dans une équipe, quel est le délai de la formation? Alors, je peux me permettre de répondre aussi, je connais un petit peu. Il n'y a pas de minimum demandé ou de maximum. Il n'y a pas un délai convenu, puisque c'est pas il n'y a pas une fiche métier accueillant. Par contre, il y a plusieurs organismes de formation qui proposent des formations, peu importe la durée, j'ai envie de dire. Il faut être, par exemple, l'IRAE qui propose, je crois que c'est 5 jours. Vous voyez, nous, à Colline, on est sur 3 jours ou 4 jours en fonction aussi des besoins de l'équipe ou des accueillants. Il y en a d'autres, c'est 2 jours. Donc, il n'y a pas de délai. Ce qu'il faut être vigilant lorsque vous choisissez vos formations, vos organismes de formation, c'est que ce soit bien une formation à l'écoute et à la posture d'accueillant. D'accord? Parce que avant, hein, le référentiel 2015, on mettait formation à l'écoute, mais il n'y avait pas cette spécificité à la posture d'accueillant. Donc, soyez vigilants quand même que dans l'intitulé, il y ait bien les deux. Dans l'intitulé ou dans les contenus de formation qu'on vous propose. Après, je pense qu'il y a autre chose dans la question. Il y a, comme je parlais tout à l'heure, nos collègues du département qui sont de moins en moins nombreuses et qu'il faut remplacer, alors que le lieu d'accueil est déjà ouvert. C'est difficile, du coup, pour la personne qui arrive comme ça, de lui trouver une formation, de lui permettre d'y accéder pour le peu qu'au niveau de elle n'ait pas les moyens ou elle a déjà plus d'heures sur ses réserves d'heures de formation, voilà. C'est un peu ça qui revient, qui est récurrent et même nous, en tant que sénateur, on a très peu de réponses, en fait, par rapport à ça. On aimerait bien mutualiser, on se dit: «Est-ce qu'on pourrait, une fois par an, par territoire, relancer une formation d'accueillants?» Mais à ce moment-là, qui la financerait? Et voilà, c'est la grande question. Il y a plusieurs questions. Alors là, sur la formation, toujours, le CNFPT organise-t-il cette formation? Pour moi, oui. Ouais. Moi, oui, j'ai déjà eu des personnes qui... C'est pas Méricourt qui l'avait fait par eux, il me semble. Alors là, on dit oui. Oui. Après, Irak, alors là, ça Irak propose, attendez, ça remonte, propose une formation sur 8 jours. Y a-t-il des formations prévues pour les LAP du 62 pour y inclure des bénévoles? Non, une question. pas sur le minier, ça me dit rien. Je ne saurais pas dire si sur les autres territoires, pas sur le bassin minier. Enfin, côté de Lens et tout ça, il n'a pas de formation prévue pour le moment.
À Colline-Acep, les bénévoles sont intégrés aux après oui. les autres accueillants. Hein. Donc, quand c'est des formations d'équipe ou même en formation individuelle, on peut avoir des accueillants. Mais c'est sûr que le financement de la formation, du coup, est à charge du lieu d'accueil enfants-parents. Tout à fait. Qui financerait la formation? Du coup, la question est qui financerait la formation? De la bénévole, du coup, je pense que c'est pour tout. Pour ces cas particuliers, moi, je vous invite, parce que comme on finance dans le cadre d'ouverture de lieux d'accueil enfants-parents la formation, il est possible que des places restent disponibles. Et je sais, Floriane, tu animes des sessions de formation et vous acceptez au niveau de Colline d'intégrer des accueillants qui ne vont pas faire partie du LAP pour justement permettre à des personnes qui ne sont pas encore formées de bénéficier d'une formation. Oui, c'est intéressant. C'est pour ça qu'en tant que réseau, c'est important que vous vous connaissiez en tant que LAP parce que ça permet effectivement, si vous êtes une équipe de 6, de proposer à d'autres lieux d'accueil qui ont 1 ou 2 ou 3 personnes d'intégrer la formation avec vous. Ça, c'est vraiment l'idée de mutualiser et puis on y gagne. On y gagne. Du moment que l'équipe est partante, c'est toujours intéressant de connaître les autres lieux d'accueil aussi. Et la formation, c'est un bon moyen pour mutualiser les réflexions et les professionnels et les bénévoles. Oui, c'est des choses qui se font. Oui, donc si c'est le cas sur votre territoire, moi je vous invite soit à solliciter le chargé d'accompagnement des territoires ou le responsable de territoire, parce que quand il y a une demande spécifique, dans le cadre de mes anciennes missions, j'étais sollicitée par des collègues responsables de territoire qui me sollicitaient. On faisait un tour on demandait dans ces cas-là, on sollicitait les autres collègues pour savoir s'ils n'avaient pas de formation prévue sur leur territoire pour essayer d'intégrer en fait les nouvelles venues ou les personnes pas encore formées sur des formations qui allaient avoir lieu. Et concernant la question de Rémi Caramia pour la question des organismes de formation, ça, on a déjà donné la liste des potentiels organismes de formation. Donc, Colline Acep fait partie des organismes de formation. Et concernant les superviseurs, on ne diffuse pas de liste de superviseurs, mais il faut savoir que nos collègues sur les territoires, on a identifié, nous, la liste, on a une liste interne CAF, puisqu'on ne peut pas promouvoir de superviseurs, mais si vous avez besoin d'un superviseur, vous pouvez prendre attache auprès de nos collègues responsables de territoire ou chargés d'accompagnement des territoires, puisqu'on a une liste, on a recensé l'ensemble des superviseurs qui intervenaient dans le département du Pas-de-Calais, et mes collègues pourront vous la fournir, mais par principe, on ne diffuse pas cette liste au grand public. Voilà, on va chercher, en fait, on récolte cette information dans chaque dossier et on reste sur des données. On peut les fournir à un moment où vous en avez besoin, mais on ne les diffuse pas. Après, il y a d'autres questions. Donc, y a-t-il la possibilité de mutualiser une liste de contacts pour les formations et pourquoi pas aussi les superviseurs? Parler, celle-là. Donc là, je viens d'y répondre. Excuse-moi, Céline, j'ai anticipé. Oui, du coup, voilà, je la redis pour dire, pardon, excuse-moi. Alors, ensuite, il y avait une autre question qui est dans un autre domaine. Une dame enceinte accueillie dans un LAP, par rapport au bilan, faut-il comptabiliser ou non le futur bébé comme enfant accueilli? Alors, oui. Oui. Le futur enfant, à partir du moment où la dame vous informe qu'elle est enceinte, on le compte dans le nombre d'enfants accueillis pour cette séance. Voilà, je relis un peu tout si je n'ai rien oublié. Il y a une question sur une bénévole peut-elle contribuer à financer sa formation par le biais du compte engagement citoyen? Oui. Alors là, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Mais... alors, c'est moi qui ai posé la question. En fait, le compte d'engagement citoyen, c'est, si j'ai bien compris, à partir de 200 heures de bénévolat,
un bénévole peut déclarer son bénévolat sur l'équivalent du compteur, comme nous, on pourrait, les anciens DIF, SIF, qui s'appelle aujourd'hui autrement, je ne sais plus, compte épargne formation, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et ils peuvent cumuler du temps de formation dans ce cadre-là. Donc je me demandais si ce n'était pas une piste intéressante à explorer. Pourquoi pas? Je n'ai pas de réponse à vous apporter là tout de suite. Je ne sais pas si les collègues ont des réponses, mais… En tout cas, c'est intéressant. Alors, de là, je me dis, même pour les centres sociaux, je me dis, c'est intéressant ton info. Il faudra la partager. Ouais. Je la connaissais pas, ouais. Il y a encore une question. Si plusieurs nouveaux accueillants doivent suivre une formation, est-il possible d'avoir un financement de la CAF? Ouais. Pour l'instant, dans le cadre de notre règlement intérieur, ça n'est pas prévu. On finance uniquement la formation en cas de l'ouverture d'un lieu d'accueil enfants-parents. Mais n'hésitez pas, parce que nous, on a la chance d'avoir une direction qui est à l'écoute des territoires. N'hésitez pas à faire remonter vos besoins et voilà. Voilà, je ne dis pas que c'est possible, mais n'hésitez pas à nous faire remonter les besoins, surtout si vous pouvez mutualiser une formation à l'échelle d'un territoire. C'est toujours compliqué de financer une seule formation, pour un seul accueillant. Si effectivement vous avez la possibilité sur un territoire de mutualiser une formation et d'organiser une formation pour plusieurs personnes accueillant non formées, sachant qu'aujourd'hui, ça n'est pas la politique, mais peut-être nous, au niveau de la CAF, faire remonter vos besoins au niveau de la direction. Après, ça serait qui porte, toi, au niveau juridique, quoi. Ça, ce serait le gestionnaire, un des gestionnaires de la. Oui, c'est ça. Les négociations seraient ailleurs. Oui. Voilà. C'est plus là. Alors, comment est rémunéré un accueillant s'il n'est pas mis à disposition par une structure, mais qu'il est indépendant? Avec la prestation de service. Alors, s'il est indépendant, Floriane, tu peux venir en soutien parce que je sais en fait, bonjour, c'est Aline Bou, là, c'est moi qui ai posé la question. En fait, moi, je suis indépendante et j'interviens dans les structures pour faire de la lecture et je travaille avec les centres sociaux. Et en fait, moi, je suis intéressée par cette formation de l'AEP, mais je n'appartiens pas à une structure en fait, comme un centre social, par exemple, où on peut être mis à disposition, en fait. Et je me demandais comment est-ce que c'est possible voilà, de faire partie des accueillants quand on est indépendant et qu'on est dans la petite enfance, mais partenaire, quoi. Ben, oui, en fait, j'ai envie de dire qu'ailleurs en France, c'est la majorité des accueillants ne sont pas mis à disposition forcément par les CAF ou par les départements. C'est souvent des accueillants qui sont salariés, alors avec un contrat spécifique, avec un nombre de séances, nombre d'heures à faire au mois, par exemple. Voilà, ça peut être donc salarié, mais avec un petit contrat pour de la prestation extérieure. Ou ça peut être aussi des personnes qui sont en libéral finalement et puis qui vont donner un devis et qui seront payées sur le devis comme tout intervenant extérieur dans des actions. Et donc, comment la structure finance ça? Bah, effectivement, par la prestation de service ou par d'autres financements qu'ils auraient pour faire fonctionner le lieu d'accueil. D'accord. C'est une question intéressante parce qu'on entend de plus en plus dans le Pas-de-Calais un souci de mise à disposition de personnes, donc que ce soit département, enfin CAF peut-être un peu moins, mais donc voilà, jusqu'où le département par exemple va continuer. On se pose. Alors il y a l'histoire de la Covid, mais pas que. Donc je pense que c'est une question qui va arriver. Tout à fait, et qui est intéressante parce que du coup arriveraient d'autres profils et je trouve que c'est une question intéressante d'avoir des nouveaux intervenants accueillants. Et des profils aussi peut-être plus indépendants, enfin pas forcément des personnes non plus du territoire, des travailleurs sociaux du territoire où est le LEP. Mais c'est sûr que ça sera, ça va arriver et ça se questionnera au niveau des budgets.
Oui, mais là, je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur une reconnaissance des LAP et notamment aussi par les communes. Enfin, je pense il y en a un certain nombre qui financent déjà, plus ou moins, ça dépend. Mais justement, c'est là où on doit être, comment dire, enfin, présenter un LAP à des élus, c'est pas toujours évident, etc. Non. Je pense que justement, la charte et le guide pourra aider aussi certainement à argumenter. Là, il y a un sacré nombre d'arguments qui peuvent être présentés. Voilà, et je pense que c'est important d'y penser. Après, les communes, elles peuvent pas tout non plus aujourd'hui. Mais je suis d'accord qu'il faut vraiment essayer de voir aussi en partenariat comme ça local avec les communes. On a d'autres exemples de peut-être voilà une JE sur la halte garderie de la commune qui serait bien intéressée pour une fois par mois venir accueillir et ça rentre dans des contrats de partenariat. Ça soulage quand même au niveau de la pacte sur la prestation de service du gestionnaire du LAP. Mais voilà, c'est vraiment ailleurs, c'est une spécialité du département du Pas-de-Calais quand même d'avoir un gros investissement de la CAF dans la mise à disposition des accueillants. C'est pas partout comme ça. Dans d'autres départements, on a quand même ça a un coût et la prestation de service y passe. Donc, ils misent plus sur du partenariat, sur d'autres financements, voilà, en travaillant comme ça. Du coup, on a la question comment recruter des bénévoles? Bah oui. Ils se font pas payer du coup. Mais c'est une bonne question, la place des bénévoles, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes anciens professionnels de la petite enfance et qui sont intéressés pour pouvoir accueillir, qui ont plus de temps et plus de souplesse, qui peuvent continuer à être dans un collectif, à avoir les supervisions, à avoir du coup aussi le droit à la formation. Donc c'est gagnant-gagnant et c'est vraiment des personnes qui accueillent avec le désir d'accueillir, ce qui est quand même la base de l'accueil. Donc, c'est quand même une piste assez intéressante à creuser, je pense, dans les équipes. En complémentarité, bien sûr, hein, mais... Alors, y a-t-il d'autres questions peut-être? On va peut-être conclure alors le mot de la fin, Samena ou Florence? Moi, je vais pré-conclure parce que voilà, j'ai quitté mes missions de conseiller thématique parentalité, donc je vais laisser ma collègue Samena conclure. En tout cas, je vous souhaite de bonne continuation dans vos missions d'accueillant. Une très belle mission. Et je passe donc la parole à Samena. Et je remercie le réseau parentalité, les collègues pour avoir préparé voilà, ce webinaire d'aujourd'hui et l'association Colinacep. Oui, donc je prends le relais. Merci Florence. Également pour remercier effectivement le réseau, tous les membres du réseau, les accueillants qui ont participé aux travaux, les collègues de la CAF, Colinacep. J'espère que ce webinaire aura pu vous apporter des éléments de réponse, des compléments d'informations ou autres. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre le 18. J'enverrai les invitations
sous la même forme que ce que j'ai pu faire là, n'hésitez pas à renvoyer des… Vous avez dû recevoir quand je vous ai renvoyé des liens. N'hésitez pas à me renvoyer parce que du coup, moi, dans les 237 adresses mail que nous avions recensées, j'ai fait un envoi groupé à ces 237 adresses. Et c'est vrai que j'ai eu des retours. Voilà, il y a eu des retours. Apparemment, il y a eu des adresses mail qui n'étaient peut-être plus bonnes. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu certains messages de retour. Donc, pour le 18, n'hésitez pas à me renvoyer pour ceux qui ont eu l'invitation, là où le lien, ceux qui n'ont pas eu l'invitation, mais le lien, pardon, n'hésitez pas à renvoyer bien les adresses mail et les personnes qui auraient peut-être été oubliées, hein, effectivement, dans cette grande liste. Voilà, pour que je puisse vous faire les invitations. Donc, j'espère que, voilà, que ce temps vous a enrichi. Et puis, comme disait Florence, effectivement, les lieux d'accueil enfants-parents sont des lieux très vivants, très dynamiques, très riches pour les parents, pour les enfants et pour les accueillants, je pense aussi. Je n'ai plus de mots à rajouter. Est-ce que une de mes collègues du réseau ou de Colline souhaiterait ajouter quelque chose en complément ou est-ce que ça va pour tout le monde? Qui parle? C'est Laurence. Non, non, mais… J'ai senti un mouvement, j'ai entendu un clic, je me suis dit, ah, quelqu'un… Vas-y, Laurence. Non, non, mais juste, oui, dire aussi au revoir. Oui. Mais et j'espère à bientôt. Et en tout cas, j'ai vraiment apprécié tout ce travail autour des LAP. Voilà, c'est quelque chose qui aussi me tient à cœur particulièrement, étant EJE, mais aussi ancienne accueillante. C'est vrai que c'est quelque chose qui me traverse beaucoup. Voilà, donc à une prochaine et au moins, voilà, il y a une trace de tout ce travail et je trouve ça formidable et que tout le monde ait pu y participer. Oui. Et d'ailleurs, je rebondis parce que je vois une question concernant le 18. Donc, l'enregistrement d'aujourd'hui, pareil, hein, il sera mis sur le site de réseau 62, hein, Parents 62. Et effectivement, le 18, ce sera également enregistré, hein, pour ceux qui ne pourraient pas être là le 18. J'ai vu passer un message, donc voilà. D'autres personnes souhaitent intervenir? Non? Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Et puis à très bientôt. Bonne continuation à tout le monde. Et bonne fin de journée. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Les collègues, on reste 5 minutes, non? Oui, si tu veux. Pour débriefer? Oui, Ok. oui. Oui, On chef. va attendre que les 76 personnes se déconnectent. Ouais, ok. Parce que sinon, on va être nombreux autour de la table. Hein. À bientôt, Sylviane. Ouais. À bientôt, Sylviane. Ouais. Ah, elle est partie. Ah, non, elle est là. On la voit toujours à l'écran. On la voit, mais en fixe. Oui, c'est ça. Jean-Paul Leblanc. Est-ce que je peux faire une pause technique? Oui. Bah, oui, bien sûr. Deux petites minutes, hein, j'arrive. Ah bah oui, je vais me faire un café. Comme on a, du coup, on a 10 minutes d'avance. Oui. Moi, je trouve que c'est plus sympa de débriefer parce que… Oui, puis c'est bien de le faire tout de suite à chaud. À Ouais. tout de suite, j'arrive. Oui. Anne, je ne sais pas si elle a quitté du coup. Non, je suis là, moi. Ah oui, hop, okay. Je te vois. Ah oui, ok. Voilà, je vais mettre la caméra. Je ne te voyais pas là. Non, mais j'avais coupé la caméra. Après, oui, Anne Manezach, elle n'était pas trop chaude pour enregistrer entière. Ah, j'ai coupé mon micro. Non. Vas-y, Floriane.
Ah là là, on t'entend pas. Qu'elle a un droit de regard sur ce qui est enregistré. Donc peut-être ça va là. Ça mouline dans la choucroute. J'ai compris, Floriane, que tu disais que Anne Benezech ne voulait pas forcément être enregistrée. C'est ça? Parce que ça a coupé quand tu as parlé et maintenant, on ne t'entend plus. Et Laetitia, elle est là aussi, oui? Pas tout. Muriel? Aujourd'hui, il y aura déjà le Padlet. Ah, c'est parce qu'encore. Je disais, elle souhaite passer l'enregistrement entier. Par contre, il y aura tous les supports du Padlet, plus les illustrations, plus l'intervention écrite, et peut-être des extraits vidéo quand même, mais pas un enregistrement de A à Z. Eh ben, c'est tout. Hein, un peu comme un retour de conférence, quoi, finalement. Donc, il y aura ce retour-là, mais pas d'enregistrement direct comme ça. Ouais. Ok. Bah, faudra le dire. Non, voilà. Faudra peut-être prévenir du coup dans l'invitation, parce que comme on l'a annoncé. Alors, je suis revenue. Oui. Je vois qu'il y a des. Sylviane est toujours présente à l'écran. Bah oui, Sylviane est là en fixe. Voilà, je ne sais pas. Et je ne sais pas si elle est sortie du coup. Bah, je ne sais pas. On ne le voit pas, ça, ouais. Attends. Et Laetitia, dans les participants, peut-être. Attends. Dans les participants, mais il y a encore. Non, je sais pas. Il y a encore du monde, tout le monde apparaît encore en fait. C'est ça le truc. Il y a encore 6 personnes, 5 qui sont en train de là. Il y a Mansour. Et Laetitia, je pense, elle est partie, non? Non, elle est là, Laetitia. Ah. On peut pas faire on peut pas les éjecter. Enfin, les enlever. Non, mais t'es lâché là. Ouais. Bah là, je pense qu'il n'y a plus que nous. Non, il y a encore des personnes. Dans la liste des participants, oui, t'as encore. Je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas qui sont partis, qui sont partis aux toilettes, mais qui ont laissé la vidéo faire une sieste. Quand on reprend les participants, à un moment, quand tu cliques sur la personne, il est écrit supprimer carrément de la réunion. Ah, moi, je l'ai pas, ça. Je le fais? Oui. Bah ouais. Mais du coup, on peut peut-être arrêter l'enregistrement, mais ça, pareil. Ah oui. Ah oui. Et vous on entend.